Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire La mutualisation d'emploi, pourquoi, comment, organisé dans le cadre du collectif Petites et moyennes associations employeuses, composé de 6 partenaires acteurs de l'emploi associatif. Ces partenaires sont la LISE, Forum, le CNCRES, le mouvement associatif, le réseau national des maisons des associations, ainsi que l'UDES. Je suis Jeanne Corneille, chargée de mission au sein de la LISE, et j'animerai ce séminaire qui durera jusqu'à midi. Aujourd'hui, la question de la mutualisation de l'emploi est une question au cœur des enjeux sur la qualité de l'emploi. Le secteur associatif comprend aujourd'hui plus de 1,8 million de salariés. Il est caractérisé notamment par un taux de temps partiel assez important, un emploi qui est parfois émietté, un emploi saisonnier, et composé de tissus associatifs de petites structures qui n'ont pas toujours les moyens ou le besoin d'embaucher à temps plein. Alors, dans la mesure où la mutualisation d'emploi ou le partage d'emploi peut permettre à une association de se renforcer en faisant appel à une compétence qu'elle ne pourrait seule assumer, nous avons cherché à comprendre aujourd'hui en quoi cette mutualisation peut permettre de répondre aux enjeux de l'emploi de qualité dans le secteur associatif. Comment s'organise concrètement cette mutualisation d'emploi? Quels sont les avantages qui sont recherchés à travers cette mutualisation d'emploi? Et comment accompagner également les structures vers ce type de démarche? Pour répondre à ces questions, nous avons aujourd'hui 3 intervenants. Donc Jean Balichou, qui est expert au sein du cabinet Asparagus sur les questions de mutualisation d'emploi et particulièrement du groupement d'employeurs. Rézane Touristo, qui est responsable des études formation au sein du Centre de ressources DLA Culture OPAL, bonjour à tous, ainsi que Dalila Benfedame Akoul, directrice du groupement Culture, Mezzanine Amine. Bonjour. Sachez que tout au long du webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat qui apparaît sur votre écran à droite, soit pour poser des questions aux intervenants, nous aurons des questions-réponses qui sont prévues, soit pour faire remonter tout problème technique. Voilà, donc la mutualisation d'emploi, comme je vous le disais, est un enjeu fort aujourd'hui dans le secteur associatif. Je laisse la parole à Jean Balichou qui va nous exposer sur cette première séquence les enjeux que revêt cette mutualisation d'emploi, nous expliquer de quoi on parle quand on parle de mutualisation d'emploi et nous décrire également quelle forme peut prendre cette mutualisation d'emploi. Très bien, merci beaucoup Jeanne. Bonjour à tous. Donc effectivement, cette année, la mutualisation d'emploi est vraiment au cœur de l'actualité. Les mouvements employeurs ont fêté leurs 30 ans. Nous avons eu un rapport parlementaire l'automne dernier sur la réponse que pouvait apporter les mouvements employeurs à la structuration de l'emploi associatif. Après-demain, en région parisienne, une grande manifestation qui est organisée, on y reviendra tout à l'heure. Donc on est vraiment dans une actualité riche et féconde sur la mutualisation. Et on espère aussi que ce webinaire vous donnera envie d'accompagner, d'aller plus loin. Donc effectivement, 3 temps dans mon intervention. Le premier temps, de quoi parle-t-on autour de la mutualisation. Ensuite, les enjeux, les questions clés à se poser avant de commencer un accompagnement. Et puis les supports. Les supports dans mon esprit venant après une analyse préalable du besoin. Alors la mutualisation d'emploi, de quoi parle-t-on? Alors schématiquement, on va dire que c'est la mise en commun de ressources humaines. Le partage d'emploi vise à permettre à une association de se renforcer en faisant appel à une compétence qu'elle ne pourrait pas toute seule se permettre d'avoir. Voilà, ça c'est sur le principe. Alors c'est un système qui est paré de nombreuses vertus, mais qui, en mon sens, de cette manière avec prudence, est analysé au cas par cas. Alors on paré de nombreuses vertus parce que pour les adhérents, pour les structures, les associations, on voit que ça peut être une réponse adaptée à la saisonnalité. On va faire appel à quelqu'un lorsqu'on a des besoins, parce qu'on est en période d'activité. On peut avoir aussi une réponse à un besoin ponctuel de main-d'œuvre. Ça peut être un moyen de fidéliser les salariés. Donc, vous voyez, toute une série d'intérêts que permet en tous les cas la mutualisation d'emploi pour les adhérents. Pour les salariés, ça leur permet de consolider leur temps de travail. Et Jeanne Corneille disait tout à l'heure que dans le secteur, les temps de travail sont souvent émiettés. Là, on va agglomérer le temps de travail pour viser un temps complet. Donc, c'est
un moyen de consolider ton travail, c'est aussi un moyen de favoriser un projet professionnel. Et puis pour les institutionnels, il y a aussi de l'intérêt, puisque ça développe de l'emploi sur un territoire. Donc vous voyez, autrement dit, c'est une forme de remède universel qui ne fait pas débat. Or, il me semble vraiment essentiel qu'il y ait débat, parce que ce n'est pas naturel de partager l'emploi. Il faut une réflexion. Donc effectivement, beaucoup de vertus, mais une prudence. Hein, ça ne se fait pas sans une réflexion préalable. Et une analyse au cas par cas, j'ai l'habitude de dire, comme un système de mutualisation d'emploi n'est pas mécaniquement transférable. Ce qui a pu marcher à Paris peut très bien ne pas marcher dans l'Oise, alors qu'on n'est pas très loin. Voilà, chaque territoire, chaque projet possède ses spécificités. Il faut vraiment faire une analyse au cas par cas. Autre élément que je souhaiterais dire, c'est que la mutualisation d'emploi s'intègre dans un système qui est réglementé, qui est le prêt de main-d'œuvre réglementé. Et vous le savez, dans le Code du travail, le prêt de main-d'œuvre, eh bien, il est soit à but lucratif, c'est l'intérim, ce sont les sociétés de portage, ce sont les entreprises à temps partagé, qui nous concernent peu aujourd'hui, c'est soit la main-d'œuvre à but non lucratif. Et là, on est sur les grands employeurs et le prêt de main-d'œuvre. Je rappelle aussi que si on ne respecte pas les règles du prêt de main-d'œuvre, il y a des sanctions, on est dans un délit de marchandage. Donc là aussi, à faire très attention sur la nature du prêt de main-d'œuvre. Donc voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, la mutualisation s'inscrit dans ça. Et sur le prêt de main-d'œuvre, je vous renvoie à la lecture du numéro 518 de Juriste Association du 1er mai qui fait le point sur le sujet. Voilà pour avoir un petit peu cadré, un petit peu générique. Sur les enjeux de la mutualisation d'emploi, je crois qu'il y a un certain nombre de questions à se poser avant d'y aller. Pour moi, la première question, c'est qui est à l'origine de la réflexion? Est-ce que ce sont les structures elles-mêmes? Est-ce que ce sont les associations? Ou est-ce que c'est à l'initiative des pouvoirs publics? Et là, vous voyez bien qu'effectivement, si c'est à l'initiative des pouvoirs publics, il y a une forme, entre guillemets, de contrainte. Si c'est à l'initiative des structures, on est déjà plus dans un projet de construction. Donc, premier élément, qui est à l'origine? Second élément de réflexion, pourquoi la réflexion arrive-t-elle à ce moment? Est-ce qu'on est dans une phase de développement? Est-ce qu'il faut faire face à une contraction des financements publics? Ou est-ce que justement parce qu'il y a une mesure des pouvoirs publics de soutien? Là aussi, c'est s'interroger sur le moment. Et puis, dernier moment d'interrogation, si je puis dire, quels sont les objectifs poursuivis? Est-ce que c'est créer un nouveau poste? Est-ce que c'est répondre à la professionnalisation de l'association? Voilà, donc une série d'enjeux à bien avoir en tête pour effectivement conduire la réflexion de façon positive. Au-delà des enjeux, il y a également quelques questions clés auxquelles il faut répondre avant effectivement de passer sur la concrétisation. J'en ai sorti quelques-unes, il y en a d'autres. Par exemple, on pourrait réfléchir aussi sur la proximité des champs d'intervention des associations, mais je crois qu'il faut quand même commencer par réfléchir à la connaissance des associations entre elles. Si on décide de mutualiser un emploi qui, encore une fois, n'est pas quelque chose de tout à fait naturel dans notre fonctionnement, eh bien, quelles sont les autres associations? Quelles sont-elles? Quel est leur projet associatif? Est-ce qu'elles sont proches des valeurs que nous défendons? Quelle est leur situation financière? Quelles sont les orientations que nous souhaiterions donner à cette mutualisation? Voilà, une série de questions préalables à la structuration, mais en tous les cas, effectivement, ne pas hésiter à travailler beaucoup là-dessus. Et puis après, on se pose la question de la fonction mutualisée. Est-ce que c'est une fonction au cœur de métier, un professeur de musique, un professeur de tennis, par exemple? Ce sont des fonctions transversales du secrétariat, de l'administration. Est-ce que les postes à mutualiser sont créés déjà dans une association ou est-ce qu'ils sont complètement à créer? Voilà, donc toute une série de questions clés, toute cette réflexion préalable qui pour moi est gage de succès et sur laquelle si on fait l'économie de cette réflexion-là, on a toutes les chances d'arriver nulle part. Donc bien prendre ça en tête avant de réfléchir à la structuration. Dans la structuration, globalement, sur les formes de mutualisation d'emploi, les prêts de main-d'œuvre non lucratifs, on en a deux. Une qui est de nature ponctuelle, je dirais, mais extrêmement intéressante, et une de nature un peu plus structurante et collective. Donc la première qui est ponctuelle entre les deux structures, donc c'est la convention de prêt personnel, et la réponse plus structurante, ce sont les groupements d'employeurs. Alors,
La convention de prêt de personnel, en quelques mots, c'est la loi Cherpion de juillet 2011 qui a cadré le dispositif. Aujourd'hui, il y a 3 étapes à remplir. La première, c'est d'abord l'apport du salarié qui va être mis à disposition ponctuellement d'une autre association qui ne sera pas son employeur. Donc d'abord l'accord du salarié. Ensuite, une convention entre la structure qui prête le salarié et la structure qui accueille le salarié. Cette convention devant prévoir un certain nombre de clauses, la durée, les modalités de remboursement des salaires et charges, les fonctions et les conditions d'énonciation, et puis surtout un avenant au contrat de travail du salarié qui, lui, cet avenant va expliciter la fonction, la durée, les lieux de travail, le statut, la fin de la mise à disposition. Donc voilà, quelque chose qui aujourd'hui est structuré, qui est défini par le Code du travail, l'article L82-41-2 du Code du travail. En tous les cas, à bien prendre en compte parce que ça peut être intéressant pour une forme de mutualisation ponctuelle, un besoin ponctuel qui peut être rempli par un renfort lui aussi ponctuel, puisqu'on ne s'inscrit pas dans le cadre du partage de convention de personnel, donc de la longue durée. Et puis à côté de ça, vous avez une fonction qui est plus structurante, un support plus structurant et plus collectif, qui est le mouvement employeur, qui a été créé donc, par la loi du 23 juillet 1985. Donc on fait les 30 ans du dispositif cette année, c'est un bel âge. Et donc aujourd'hui, nous avons un certain nombre de mouvements employeurs qui existent. Et la définition du mouvement employeur, tout simplement, c'est une structure dédiée de type associatif ou coopératif, dont la mission principale est la mise à disposition de salariés auprès de ses membres. C'est relativement simple par rapport à une association qui définit librement son statut. Le mouvement employeur, lorsqu'il est sous forme associative, il n'a effectivement qu'une fonction très limitée. Donc des fonctionnements très spécifiques. Le mouvement employeur, lui, pérennise l'emploi à son sein, et puis vous avez une disposition particulière qui est celle des mouvements employeurs pour l'insertion et la qualification, mais qu'on retrouve moins dans le monde associatif, puisqu'effectivement c'est une forme de ça. Donc à retenir, le mouvement employeur pérennise l'emploi en son sein par du CDI, idéalement, mais le mouvement employeur, c'est une forme de ça. Alors, juste pour terminer mon propos, un schéma de fonctionnement, qui est le schéma qui est issu du mouvement employeur OPEP, qui est en région toulousaine. Donc, vous avez sur le schéma qui va arriver, effectivement, le mode de fonctionnement entre les 3 parties, le OPEP, le mouvement employeur, qui est l'employeur, les structures culturelles utilisatrices, on peut parler d'adhérents, et puis les salariés. Donc vous voyez que le contrat de travail est entre le mouvement et le salarié, qu'entre le mouvement employeur et les structures adhérentes, il y a une convention de mise à disposition. Donc le mouvement employeur, c'est l'employeur, il gère le contrat de travail, il facture les mises à disposition en fonction d'un coefficient de refacturation, et il accompagne l'adhérent dans la définition et la formalisation de son besoin, mais on va y revenir tout à l'heure. Juste pour conclure, dire qu'effectivement le mouvement d'employeur, c'est un outil qui correspond à tout type d'association, à toute taille d'association. Il y a des petites associations qui peuvent se lancer dans le mouvement employeur, il y a des plus grosses. Dans tous les cas, effectivement, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à la quasi-totalité des métiers, à tout type de besoins. C'est donc un outil plastique qui s'adapte vraiment à ce que vous voulez en faire. C'est un outil aussi flexible, puisqu'on fait appel au mouvement d'employeur lorsqu'on en a besoin, on ne fait pas appel lorsqu'on n'en a pas besoin, mais aussi sécurisé, puisque le salarié a eu donc un contrat de travail qui est signé avec le mouvement d'employeur. Et puis c'est un outil aussi dont la gouvernance est décidée par les structures elles-mêmes. Je crois que c'est ça aussi qui est important. Lorsqu'on crée un mouvement d'employeur, on crée un nouvel outil dont on se dote des règles de fonctionnement qu'on décide collectivement. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade sur les grands enjeux de la mutualisation et les supports qui existent. Merci Jean. Ce que nous vous proposons, c'est de maintenant illustrer les propos sur les enjeux sur le secteur culturel avec l'intervention de Réjeanne. Oui, donc pour prolonger le panorama dressé par Jean, on peut dire que dans le secteur culturel, qui est composé d'une grande partie d'associations, cette politique prend son sens puisque bien que le secteur culturel soit en forte croissance depuis plusieurs années, c'est le deuxième secteur en termes de création de structures, après le secteur loisirs et social. Ce sont des chiffres
l'enquête de Viviane Chavanov, pour ceux qui la connaissent. Donc un paysage très, très attractif, mais qui se caractérise également par une très forte atomisation, puisque les associations culturelles, donc moi je parle des associations employeuses, sont parmi les plus petites. Et si on a 31 400 associations employeuses, on a environ 91 800 ETP, équivalent temps plein. Donc on voit, effectivement, Jeanne parlait d'un emploi limité, on voit particulièrement dans la culture, l'emploi est morcelé. Il y a moins de salariés que dans les autres secteurs, environ 2 fois moins. Bon, là je suis sur des moyennes, hein. On est sur 5 salariés en moyenne contre 10 dans les autres secteurs. Il y a également un recours plus important au temps partiel, donc qui s'explique entre autres par le régime des intermittents. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque ce n'est pas le sujet, mais c'est quand même un élément important. Moins de CDI qu'ailleurs, 30% contre 47%. Contre 47% dans les autres secteurs. Et également, une des caractéristiques, qui a un niveau d'études assez élevé. Il faut savoir que seulement 6% des personnes qui sont dans ce secteur ne sont pas diplômées. Donc je parle de ça pour dire qu'il y a quand même une contradiction entre des personnes qui ont un niveau d'études élevé, qui sont très souvent très engagées dans leur métier. C'est un secteur où on parle de métiers passion, il y en a d'autres, mais en tout cas dans le secteur culturel, on parle de métiers passion, il y a beaucoup d'engagement, des vocations, et les réalités professionnelles sont parfois beaucoup plus précaires. Et donc le fait qu'il puisse y avoir des opportunités, entre autres par les groupements d'employeurs, de construire de l'emploi solide et de qualité, c'est vraiment un enjeu vraiment fort. Donc le groupement d'employeurs dans le secteur culturel peut permettre d'être un levier pour améliorer la gestion des ressources humaines. On parle aussi maintenant depuis quelque temps de richesse humaine, j'aime bien ce terme, donc c'est un moyen à la fois pour les salariés de construire des postes qui peuvent être plus évolutifs, de les former, d'avoir une façon aussi de les fidéliser. Donc pour les employeurs, c'est aussi une façon d'évoluer dans cette fonction d'employeur qui est, dans le secteur culturel, pas toujours bien appréhendé, du fait de la petitesse des structures, et puis du fait aussi que c'est un secteur où on fonctionne peut-être plus à l'affectif qu'ailleurs. Et donc en termes d'enjeu de l'emploi, c'est un outil qui est vraiment intéressant. C'est aussi une façon, ça peut être une façon de renforcer le développement économique de ces membres, même si c'est pas un effet induit possible, c'est pas l'objectif en soi, parce que Jean l'a rappelé que l'objectif il est défini, c'est de la mise à disposition personnelle, mais il y a effectivement des conséquences vertueuses et bénéfiques. C'est aussi une façon pour un certain nombre de structures qui sont quand même assez isolées puisque de nombreuses associations culturelles ne sont pas fédérées, une façon de créer des réseaux de proximité autour de l'emploi. Et c'est une façon aussi pour certains de sortir un petit peu certains employeurs peuvent avoir un peu une lassitude par rapport aux emplois aidés. Il y a eu toute une période où de nombreuses associations saisies de différentes opportunités d'emploi aidé et qui s'en sont lassées puisqu'il y avait énormément de turnover à former les personnes. Donc c'est vrai que pour ces raisons que j'ai énoncées de façon résumée, on s'aperçoit que dans le secteur culturel, l'intérêt pour les groupements d'employeurs se renforce. Ça correspond à une intensification de façon globale de démarches de coopération qui ne concernent pas que l'emploi. Il y a la renégociation du régime de l'intermittence qui réinterroge aussi la façon dont on a des formes d'emploi structurelles et comment on fait cohabiter de l'emploi permanent et de l'emploi plus ponctuel. Et depuis 6 mois, on va dire que le secteur est en pleine effervescence sur ces questions de groupement d'employeurs. Merci Réjeanne pour cet éclairage sur le secteur culturel. Alors concrètement, on souhaitait vous illustrer aussi un groupement d'employeurs, comment il vit, comment il peut se constituer au travers de l'exemple de Mezzanine à Nîmes, qui est un groupement d'employeurs dans le secteur culturel qui a été créé en 2010.
et qui compte aujourd'hui 42 adhérents pour 7 salariés mutualisés. Donc, je laisse la parole à sa directrice pour nous décrire un peu le cheminement qui a permis en fait la constitution et le développement de ce groupement d'employeurs. Oui, tout à fait. Dans la genèse de la construction de notre groupement d'employeurs Mezzanine, on retrouve de nombreux éléments évoqués par Jean Dalichou et Réjeanne Brissot, et ça recoupe tout à fait le parcours que nous avons mené et qui nous a amené aujourd'hui à être à présent 10 salariés, donc 7 mutualisés. Effectivement, initialement, le groupement d'employeurs s'est construit sur un constat. Un véritable constat d'un déficit en matière de gestion administrative et comptable, en particulier à l'endroit des petites entités structurelles, de deux champs spécifiques que sont d'une part le cinéma indépendant et d'autre part les associations du spectacle vivant. Tous deux étant portés par notre président Mathieu Bonpoint et notre vice-présidente Juliette Bonpoint, respectivement producteur de cinéma indépendant et directrice d'un bureau de production qui arrivait au constat systématique d'identification de cette mauvaise gestion qui est identifiée comme la clé de voûte de ce qui pouvait permettre aux petites structures de se pérenniser. Bien sûr, en trame de fond, il y a la question de la structuration que rappelait Jean Dalichou, mais également celle de la professionnalisation d'un secteur souvent avec des bons niveaux scolaires, mais qui en matière de formation professionnelle, de ressources humaines, de responsabilité sociétale des entreprises, n'avait pas des projets forcément tout à fait aboutis. Et est née l'idée d'un groupement d'employeurs qui avait initié, qui avait déjà testé Juliette Bonpoint, d'ailleurs à Toulouse, il s'agissait de l'OPEP qui existe toujours et dont nous a présenté Jean le schéma de la relation tripartite. Tout simplement autour de notre président, fédérateur, moteur, charismatique s'il en est, se sont regroupés un certain nombre de producteurs du territoire. Là aussi, on l'a rappelé, le groupement d'employeurs est un outil du territoire. Et très naturellement, plusieurs acteurs se sont réunis. Juliette a pu ainsi expliciter le modèle du groupement d'employeurs et rapidement s'est créé ce groupement avec 1, puis 2, puis 3 postes mutualisés, principalement dans les postes de support qui bien entendu sont les postes les plus facilement mutualisables d'une part, mais aussi avec le volet formation en interne tutorat, qui c'est devenu un peu notre marque de fabrique, et on a pu ainsi réellement agir sur l'insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie, la montée en compétences, qui est un axe majeur de notre groupement. Merci beaucoup Daïla pour cet éclairage très, très concret et ce beau projet. Ce que nous vous proposons maintenant sur cette sorte de première séquence qui nous a permis de mieux comprendre ce qu'est la mutualisation d'emploi, ce terme recouvre, nous vous proposons de prendre quelques questions qui nous sont parvenues. Mais avant cela, nous avions une demande de précision sur ce que signifie OPEP, puisque ça a été évoqué. Donc, c'est le nom d'un groupement d'employeurs qui nous vient à Toulouse, dans le secteur culturel, et donc c'est l'organisation pour l'emploi partagé. Voilà pour cette précision. Donc nous prenons une première question que je vais adresser à Jean. Si les associations mutualisées ne sont pas sous la même convention collective, le salarié mutualisé aura-t-il une convention collective différente de celle de ses collègues? Alors, la question qui est posée là, c'est effectivement un des fondements du groupement employeur qui est que le groupement employeur est régi par une convention collective unique. Alors, il y a deux types de groupements employeurs. Il y a les groupements employeurs dits de branche. Je vais prendre extérieurement au secteur associatif, comme ça ne posera pas de problème. Imaginons un groupement employeur composé uniquement d'entreprises du bâtiment. Eh bien, le groupement employeur va appliquer la convention collective du bâtiment de plein droit, et je dirais sans aucune distinction. En revanche, si on est sur... non, c'est qu'en fait, n'a rien à voir avec le problème. En revanche, si on est
sur un regroupement d'associations qui soient régies par des conventions collectives différentes, eh bien, il faudra quand même que le groupement d'employeurs fasse le choix d'une convention collective. Donc ce choix, il est encadré par le Code du travail. On va pouvoir choisir la convention collective qui est la plus appliquée par les entreprises ou les associations adhérentes au démarrage. On va choisir une convention collective qui sera celle qui fournira le plus d'heures de mise à disposition. Ou bien encore, on peut choisir une convention collective tierce et qui ne serait appliquée par aucune des associations adhérentes. C'est une des spécificités du groupement d'employeurs. À ceci près que pour le groupement d'employeurs pour lequel on va choisir une convention collective, il faut l'accord de l'inspection du travail qui va vérifier sur un certain nombre de critères que je n'évoque pas ici, que le choix est bien adapté au mode de fonctionnement du groupement. Donc voilà, à partir du moment où le salarié est employé par le groupement d'employeurs, il y a donc une convention collective qui est donc soit la même que celle des structures dans lesquelles il va être mis à disposition, soit différente. Et si elle est différente, il appartiendra au groupement d'employeurs pour les moments où la personne est mise à disposition dans une association qui n'a pas la même convention collective que lui, que le groupement, du moins, de traiter les écarts conventionnels, notamment en termes de facturation, de répercuter les éventuels écarts conventionnels qui pourraient naître de spécificités telles une prime, par exemple. Très bien, merci beaucoup Jean pour ces précisions. Une deuxième question, alors est-ce que la mutualisation est possible entre associations et structures publiques, et si oui, sous quelle forme? Alors, oui, depuis quelque temps, le dispositif des groupements d'employeurs est ouvert aux collectivités territoriales. Il y a encore aujourd'hui quelques structures de façon très limitée qui ne peuvent pas adhérer. Mais donc depuis 2005 et depuis la loi Charpion que j'évoquais tout à l'heure pour la convention de code personnel, l'adhésion des collectivités territoriales a été largement ouverte à tous les métiers. Il y a aujourd'hui deux limites, c'est que les collectivités territoriales ne peuvent pas composer plus de la moitié des adhérents du groupement et les salariés du groupement d'employeurs ne peuvent pas être mis à disposition plus de la moitié de leur temps de travail auprès de structures publiques. À ceci près, c'est une collectivité territoriale peut adhérer à un groupement d'employeurs. Il y a des règles un petit peu spécifiques sur les conditions d'adhésion et sur les modalités de répartition de la dette. Mais enfin, sur le principe, il n'y a pas de difficultés aujourd'hui et on voit que ça commence à se développer, notamment dans le secteur rural, où la présence de collectivités territoriales peut permettre effectivement de compléter des emplois. Également, peut-être, Jean, à l'ère de la réforme des rythmes scolaires, cet aspect est important et dans le champ de la culture, de l'animation, éducation populaire et sport, ça peut réellement faire sens. D'accord, merci. Une question importante aussi qui nous est posée, et ce sera la dernière question pour cette première séquence. Quel est le contrat de travail pour les salariés qui sont au fond d'un document? Alors, les contrats de travail d'un salarié du groupement d'employeurs sont les contrats de travail que la structure adhérente pourrait elle-même conclure en direct. Ça, c'est le principe. Le second principe, c'est que la circulaire de 1994, qui est un petit peu obsolète, mais enfin pas sur ce point-là, dit que le CDI est le contrat privilégié des groupements d'employeurs. Donc aujourd'hui, très concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a des CDI, temps plein, temps partiel, on a des CDD, temps plein, temps partiel, on a, Dalila l'a exprimé tout à l'heure, des contrats de professionnalisation, on a des contrats d'apprentissage si on veut former des jeunes, on a également tous les contrats qui sont accessibles aux associations et que le groupement d'employeurs qui regrouperait uniquement des associations pourrait lui-même aussi mettre en œuvre. Donc une palette vraiment très large de contrats, pas de contrats interdits et pas non plus de contrats spécifiques. Donc à prendre en compte effectivement la nécessité, enfin, l'objectif du groupe employeur qui est de pérenniser l'emploi, donc essayer de tendre vers le CDI, je dis bien essayer parce qu'au démarrage, ça reste quand même un pari, le contrat de travail, donc on voit très concrètement beaucoup de groupes employeurs qui commencent par du CDD et puis qui basculent après sur le CDI. Merci beaucoup Jean. Nous vous proposons maintenant, sur cette deuxième partie du webinaire, d'explorer la question de l'accompagnement de ces démarches de mutualisation d'emploi. Il est vrai que rentrer dans une démarche de partage d'emploi, de mutualisation d'emploi, dans sa forme la plus aboutie du groupement d'employeurs, est une démarche qui
qui nécessite de passer par plusieurs étapes. Et du coup, un accompagnement adapté peut aider les responsables de structure qui souhaitent s'engager dans ce type de démarche et bien à mutualiser leurs emplois. Donc, nous allons vous proposer dans un premier temps vous avez quelques clés pour mieux comprendre en fait les points de vigilance, les règles d'or à appliquer pour une démarche de mutualisation réussie. Alors, sur une démarche de mutualisation réussie, je dirais par rapport à ce qui a été dit par Réjeanne et Dalila, notamment sur cette richesse humaine, sur l'évolution de la fonction employeur, comment le groupement peut permettre de sortir d'une forme d'isolement, comment le groupement structure l'emploi, professionnaliser le secteur, tout ça, c'est des effets que le groupement d'employeurs va produire. Mais avant de les produire, effectivement, il y a quand même un certain nombre de conditions, puisque aujourd'hui, même s'il est difficile d'avoir des statistiques nationales, on reste quand même en dehors du secteur agricole, où il y a à peu près 4000 groupements d'employeurs. On est encore dans quelque chose qui n'est pas à la marge, qui commence à se développer, mais que quand même, effectivement, n'est pas naturel, je le disais tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est que la mutualisation d'emploi n'est pas la réponse adaptée à tous les besoins. Néanmoins, donc, j'ai pu, moi, au travers de mon expérience, identifier un certain nombre de règles d'or, on peut appeler des règles d'or, pas vraiment des règles d'or, mais en tous les cas, des observations que j'ai pu faire. La première observation, c'est qu'il faut avoir l'esprit ouvert et ne pas aller à marche forcée vers la mutualisation. Moi, ce qui me frappe, c'est que souvent, on a des projets de mettre en place un groupement d'employeurs. Or, le groupement d'employeurs, c'est ambitieux, c'est exigeant, et les structures peuvent ne pas être mûres au moment où la réflexion s'engage. Donc, effectivement, quand je dis avoir l'esprit ouvert, il faut être un petit peu décontracté, il faut se laisser la possibilité d'arrêter l'étude, de la réorienter, attendre que ça mûrisse dans l'esprit des gens. On est sur un projet, vous savez, en tant qu'accompagnateur, un projet, ça vit, ça meurt, ça connaît des hauts et des bas. Donc voilà, ne pas partir tout de suite avec l'idée que dans 6-8 mois, on aura un groupement d'employeurs. Ça peut être cette décision-là, tant mieux, mais ça peut être autre chose. Ça, c'est, je dirais, une première considération avec le corollaire, qui est le temps. Il faut effectivement ne pas se dire dans 3 semaines, dans un mois, on aura créé le groupement d'employeurs. Là aussi, on a toutes les chances d'un échec à terme. Donc il faut vraiment, ce temps-là, j'insisterai beaucoup là-dessus, notamment dans le monde associatif, pour effectivement se donner le plus grand nombre de chances de réussite. Ensuite, des secteurs professionnels proches, c'est plus simple quand même. Lorsque les associations sont dans un même champ culturel, par exemple, ou même champ sportif, même si ce n'est pas interdit, bien sûr, d'avoir des associations de domaines différents. Dans tous les cas, avoir des secteurs professionnels proches, ça assure aussi des métiers complémentaires. Je dirais que ça aussi, c'est la base, puisqu'on est sur des personnes qui vont partager leur temps de travail entre plusieurs structures associatives. Il faut quand même qu'on soit sur des métiers complémentaires, puisque par ailleurs, comme on se partage, si une seule association a un besoin très spécifique, et bien là, le groupement d'employeurs n'est pas la réponse adaptée. De même, il faut des besoins récurrents. Si le besoin est un besoin ponctuel, si c'est un renfort lié à un surcroît d'activité estivale, par exemple, et qu'ensuite on n'a pas d'autres besoins, mais effectivement, là, on n'est pas dans la récurrence et on risque d'être un petit peu dans la difficulté. Dernier point aussi, un territoire géographique adapté. Vous l'avez compris, les salariés allant d'une structure à une autre, parfois et souvent même en formation, puisqu'une des caractéristiques des groupements employeurs, c'est une politique de formation professionnelle importante. Il faut donc qu'effectivement on soit sur un territoire où les échanges sont possibles entre structures et avec l'organisme de formation. Dernier point qui me paraît ensuite important de devoir parmi les règles d'or, c'est s'appuyer sur ce que j'ai appelé des associations solides et charismatiques, et Dalila en a parlé tout à l'heure sur son président. Il faut quand même avoir des structures qui aient une capacité d'entraînement, une capacité effectivement à fédérer, à emmener d'autres associations à venir. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important, ce charisme, en tout cas cette image. Il faut aussi des associations solides, qui ont déjà été employeurs, idéalement. C'est plus simple quand même lorsqu'on a dans le collectif des structures qui ont déjà été adhérentes, employeurs, excusez-moi. Et puis des associations qui financièrement tiennent là pour toujours prendre
un exemple, une citation qui avait été donnée lors des premières journées de l'employeur culturel à Bordeaux. Regrouper 10 pauvres ensemble, ça ne fait pas un riche, ça fait 10 pauvres ensemble. Donc, bien avoir présent à l'esprit que le mouvement employeur, c'est un plus. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Et pour pas que ça soit une contrainte, il faut qu'on ait des associations qui sont solides, parce que on n'a pas évoqué énormément, parce que c'est pas le lieu, mais enfin, il y a aussi des règles en matière de responsabilité solidaire en cas d'éventuelle dette. Donc, il ne faut pas non plus qu'effectivement le mouvement employeur soit un frein pour les structures. Donc voilà quelques règles d'or. Je dirais que pour accompagner les structures, il y a aussi effectivement des facteurs de réussite et des facteurs de vigilance. Pour les groupements d'employeurs, je vais y venir. Pour le prêt de personnel, il faut effectivement respecter la réglementation, je n'y reviens pas, mais en tout cas sur les groupements d'employeurs, je crois qu'effectivement les facteurs de réussite, c'est vraiment se connaître, être clair sur les objectifs poursuivis, sur le mode de fonctionnement, quel emploi partagé, quelle fonction, quels engagements. Penser aussi à l'élargissement tout en le maîtrisant. Je crois que le groupement employeur Médanian qui est là est justement un exemple vraiment typique d'un développement maîtrisé qui est extrêmement intéressant. Le temps, je n'y reviens pas. Et puis sur les points de vigilance, la situation des structures, je veux dire par là qu'au-delà de l'aspect financier que j'évoquais, la gouvernance. Souvent, on a dans le monde associatif des écarts entre les permanents qui peuvent être très intéressés par le projet et les conseils d'administration qui sont moins concernés. Ça, c'est le premier point vraiment à prendre en compte. Le second, c'est un effet d'aubaine, c'est que le mouvement employeur ne se met pas en place parce qu'il y a des mesures publiques. S'il y a des mesures publiques, c'est bien, ça va accompagner le développement, mais avant tout, le mouvement d'employeurs se met en place parce qu'il y a un besoin de partage d'emploi. Le territoire, je l'ai évoqué. Et puis, le dernier point, la complémentarité des besoins et la récurrence. Il faut éviter la prééminence dans la mise à disposition d'une structure. Voilà ce que je pouvais dire en termes de facteurs de risque à ce stade. Merci beaucoup. Alors, Mezzanine Anime est une structure qui on l'a vu, a connu un développement assez important. Donc, Dalila, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous avez pu être accompagné dans cette démarche de mutualisation d'emploi et qui a pu contribuer aussi à la consolidation de Mezzanine Anime? Peut-être une petite précision avant de répondre à votre question sur le fait que mon poste, qui est celui des coordinateurs, directeurs de groupements d'employeurs, n'est pas une obligation légale. On peut tout à fait mutualiser de l'emploi sans avoir un poste de coordinateur. Cependant, arrivé à une taille de développement importante, ce poste devient un peu, pas obligatoire, mais plus que préférable. Voilà. Merci Réjane. Ce qui a été le cas pour Mezzanine Anime, et mon arrivée en poste s'est faite un peu, je ne venais pas du monde des groupements d'employeurs, du monde associatif, oui, mais en tout cas, je ne maîtrisais pas du tout ce dispositif plastique dont nous parlait Jean. Aussi, j'ai cherché des relais. J'ai cherché des relais, des appuis, des exemples, voilà. Je dois dire que véritablement, l'outil qui m'a le plus aidé, accompagné, construit ma réflexion, les axes de travail, a été ce guide de la ville, le guide que je pense nous allons pouvoir visualiser, téléchargeable au demeurant sur le site de la ville. Donc, guide de la ville, dont j'ai oublié la terminologie, voilà, accompagner les groupements d'employeurs associatifs, réalisé par la ville en collaboration avec le ministère des Sports et qui m'a vraiment permis de pouvoir avoir des réponses concrètes à des questions précises dans mes tâches, dans mes missions quotidiennes. Ensuite, évidemment, je suis allée vers les autres groupements d'employeurs de mon territoire connus, en l'occurrence Paris-Nice, avec qui on a pu avoir des discussions, se poser des questions. Et puis, on est arrivé assez naturellement vers l'association OPAL, qui a réfléchi, travaillé, accompagné, orienté des groupements d'employeurs qui suivent le sujet depuis des années, et également qui avait participé à la création des premières rencontres nationales culturelles en 2012 à Bordeaux. Et c'est ainsi qu'a commencé à vraiment
se faire et ma connaissance des groupements d'employeurs culture et aussi des autres secteurs, parce que c'est important de faire du lien, d'être toujours dans l'échange, et ensuite de réfléchir à comment travailler au niveau national avec les autres groupements d'employeurs, peut-être plus isolés, peut-être qui composent différemment, s'enrichir mutuellement, co-construire l'avenir des GE Culture. D'accord. Merci beaucoup Dalila. Alors effectivement, Opale travaille depuis de nombreuses années sur ces questions de mutualisation et donc a pu capitaliser aussi un certain nombre d'éléments pour mettre en avant aujourd'hui des facteurs de réussite qu'ils ont pu observer dans ces démarches de mutualisation. Oui, donc rapidement, puisque je vois aussi qu'il y a plusieurs questions qui sont passées, notamment sur combien de temps il faut pour faire un GE. Donc je crois qu'il y a un élément à prendre en compte, c'est est-ce qu'il existait au préalable une dynamique entre les structures membres, ou est-ce que les structures se réunissent pour la première fois autour d'un projet de groupement d'employeurs. Et on voit qu'un des facteurs de réussite, c'est quand il existait déjà un réseau, formel ou informel, mais qui permet, ça veut dire un peu de gagner du temps, dans le sens où les membres ont appris à se connaître, ont parfois d'autres projets communs que le groupement d'employeurs. Et je pense que ça, c'est un facteur de réussite important. En tout cas, qu'en termes de temps, ça permet d'aller peut-être un peu plus vite. C'est extrêmement difficile de normer, puisque, comme l'a dit Jean, c'est la mise en place d'un groupement d'employeurs, c'est plutôt un processus. Donc, on ne peut pas dire, entre l'idée et la réalisation, donner une durée qui serait à prendre au pied de la lettre. Et c'est vrai qu'il faut quand même entre 1 ou 2 ans, je dirais 1 an si les structures se connaissent, et puis au moins 2 ans si vraiment elles ne se connaissent pas, pour donner un ordre d'idée. Après, dans ce qui concerne le secteur culturel, c'est vrai aussi que le groupement d'employeurs, et j'ai vu aussi des questions passer là-dessus, le groupement d'employeurs n'est pas un dispositif pour aider les structures culturelles, c'est un dispositif pour gérer de l'emploi. C'est vrai que certains secteurs sont emparés plus vite que d'autres, donc le secteur agricole notamment. Après, comme c'est un outil qui est méconnu et pour lequel je pense il faut qu'il y ait un effet d'exemple, et qu'en voyant des exemples fonctionner, un peu si on prend l'exemple des AMAP, il y a 15 ans, il n'y en avait presque pas, maintenant il y en a fleuri. Au bout d'un moment, il faut aussi que dans un secteur, les gens soient convaincus que oui, ça a pu marcher pour des compagnies de théâtre, et petit à petit, ça peut faire école et de neige. Bon, il y a aussi le fait que ça suppose également, alors que comme je le disais au départ, moi je parle juste pour les secteurs culturels, mais comme les gens ont tendance à être isolés, ça suppose de se regrouper, d'être dans des démarches de coopération, d'être moins individualiste, et ça demande un petit peu de temps. Merci beaucoup Réjeanne. Peut-être Dalila, pour compléter un peu votre intervention, en termes de dispositifs d'accompagnement, je crois que vous avez bénéficié de l'appui notamment du DLA et de réseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait. Nous avons pu bénéficier d'un DLA, donc qui est un dispositif local d'accompagnement, en l'occurrence par le cabinet Asparagus, spécialisé dans les groupements d'employeurs. C'est important parce que effectivement la démarche et puis le fonctionnement ne sont pas forcément très bien connus. Et ce DLA nous a permis de poser les jalons de notre développement qui s'est effectué sereinement, sainement, et avec le regard, le recul et la mise en perspective que permet le DLA, de se poser les bonnes questions, d'avoir un regard extérieur et de ne pas trop s'emballer sur peut-être les diverses sollicitations qu'on pourrait avoir, mais être vraiment dans la réflexion sur la structuration, le modèle économique, parce que le projet associatif qui est fort, qui est important, qui est presque un prérequis d'après moi, ne se suffit pas à lui-même. Il faut aussi à un moment donné rentrer dans le dur, poser les questions de la viabilité du modèle économique, du taux de refacturation, qui est un terme très usité pour nous, c'est-à-dire à quel moment, à quel taux il faut pouvoir refacturer une heure de mise à disposition pour arriver à l'équilibre financier. Donc toutes ces questions doivent se poser dès l'étude de faisabilité. Nous, c'est vrai qu'on se les est posées en amont, mais le DLA a permis d'asseoir cette réflexion, également
penser notre réflexion stratégique et de développement dans les années à venir. Ça a été très important pour nous, effectivement, Jeanne. Je peux peut-être rajouter qu'en termes d'accompagnement, je crois qu'il y a un peu trois familles, on peut dire. Il y a soit les besoins qui vont concerner le fait que faire prendre la mayonnaise, c'est-à-dire les structures sont autour de la table et il faut les aider à élaborer ou à reformuler un projet commun qui peut être celui de l'emploi. Soit ça peut porter sur des modalités beaucoup plus opérationnelles, c'est-à-dire que le groupe est d'accord pour créer l'emploi partagé, mais il a besoin d'être encadré sur les cadres juridiques, de mettre en place des plannings, donc des besoins plus opérationnels. Soit ça peut être, en troisième étape, un outil qui fonctionne déjà, mais qui a besoin d'être mieux reconnu auprès des partenaires, qui a besoin de rechercher des financements, et là ça peut être plus sur de l'argumentaire. Et c'est vrai qu'au-delà de l'accompagnement du dispositif DLA, j'ai vu aussi une question passer là-dessus sur il y a également des réseaux et des fédérations, alors ça dépend des secteurs, mais dans chaque région, il y a quand même aussi des centres de ressources pour les groupements d'employeurs, mais après, dans les différents secteurs professionnels, c'est très important de pouvoir s'adresser à des réseaux ou fédérations pour avoir des renseignements juridiques, mais aussi pouvoir trouver d'autres partenaires. J'ai vu des structures qui disent, mais quand on veut mutualiser, où est-ce qu'on peut trouver d'autres partenaires? Ben justement, un réseau, une fédération peut être là pour centraliser les besoins d'offres d'emploi partagé et d'envie d'emploi partagé. Donc ça peut être une façon aussi d'être mise en relation, de déclencher une réflexion collective pour accélérer les choses. Voilà. Alors on le voit au travers de vos différentes interventions, hein, l'accompagnement du coup joue un rôle clé aussi dans la réussite de ces démarches de mutualisation qui sont loin d'être évidentes et qui nécessitent effectivement un accompagnement adapté pour être pleinement réussi. Ce que nous vous proposons sur cette fin du temps d'échange, c'est de continuer sur le temps de questions-réponses, puisque nous avons pas mal de questions, donc nous sommes ravis que ce sujet vous intéresse et nous allons essayer d'y répondre au mieux. Donc je commence par la première question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un seuil pour financer le poste d'un administratif dans un groupement d'employeurs, ou est-ce que c'est difficile à définir comme ça? Je disais tout à l'heure que ce poste de coordinateur, donc là, dans la question d'administratif, n'est pas un impératif. Ceci dit, c'est vivement recommandé, si on veut se développer, d'avoir une personne qui puisse concentrer, qui puisse centraliser les informations, les échanges, créer aussi le travail d'équipe, parce que quand on a des personnels mis à disposition, le volet RH est un petit peu différent dans une structure classique. Comment le financer? Eh bien, pour ma part, j'ai pu bénéficier d'un emploi aidé de type CUI, CAE, puisque nous avons un statut associatif, qui a permis dans le plan de financement d'alléger le coût de mon poste sur les 2 premières années. Donc c'est une piste. Par ailleurs, certaines régions, puisque les aides attribuées au groupement d'employeurs, il faut le dire, sont tout à fait différentes d'une région à l'autre. Il faut regarder au niveau de la région dont on fait partie, ce qu'il est proposé. D'ailleurs, je précise que sur le site internet qui s'appelle fédéronslegeculture.com, il y a un volet ressources assez important et nous avons réalisé récemment un panorama des aides. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas toutes précisément actualisées, mais en tout cas, ça permet de se rendre compte dans sa région de ce qui existe ou de ce qui n'existe pas, et d'aller chercher des aides, soit des aides à l'emploi, soit des subventions dédiées via les régions, via la Direct, la Fondation de France. Il y a plusieurs pistes en fonction du projet, en fonction de l'envie, qui permettent de réfléchir à cette question tout à fait essentielle des frais généraux essentiellement portés par le poste de coordinateur, effectivement. Merci. Alors, que se passe-t-il si une association ne peut plus payer ou souhaite se retirer dans le cas effectivement d'un groupement d'employeurs? Cette urgence? D'accord. En général, les statuts associatifs des groupements d'employeurs prévoient ce que là, bien sûr, c'est une association, le groupement d'employeurs. Donc, l'association peut se retirer. À ceci fait qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, il y a une règle particulière, c'est celle de la responsabilité solidaire en
cas de dette face aux organismes créanciers des salariés. Donc l'association ne peut pas se retirer en laissant entre guillemets une dette. Il faut qu'elle assure ce qu'elle doit au mouvement d'employeurs. Ça c'est la première règle. Le second point, c'est que le retrait d'une association doit aussi permettre de replacer le salarié qui était dans la structure. Donc il faut quand même aussi un certain temps. Imaginons qu'on soit sur un poste un petit peu spécifique, mais il faut que le responsable du groupement puisse retrouver parmi le collectif une structure adhérente qui puisse embaucher la personne du moins. Donc effectivement, il y a toute une série de procédures qui encadrent le retrait, mais celui-ci est évidemment possible, sous réserve de respecter ce que disent les statuts. Après, si une association de particuliers, c'est là où il y a le risque au sein d'un mouvement employeur. C'est pour ça aussi que j'évoquais la question qu'il faut avoir quand même des associations relativement solides qui puissent effectivement payer leurs factures. Donc, quand une association ne peut plus payer, aujourd'hui, on voit apparaître quand même de nombreux mouvements employeurs qui se créent en demandant des cautions. Donc, la caution va être employée, si je puis dire, en lieu et place du règlement de la facture. Ce qui est essentiel, c'est qu'à partir du moment où il y a une difficulté dans une association, même si c'est douloureux pour l'association, il faut retirer le plus vite possible le salarié mis à disposition, parce qu'en fait, si jamais l'association paraît sous des dettes, il faut savoir que la mise à disposition est considérée par l'administration fiscale comme une prestation de service, et le montant dû ne sera jamais récupéré. Donc il vaut mieux tout de suite, en cas de difficulté, le dire, figer la dette en retirant le salarié, et puis après se débrouiller avec les règles d'ordre interne de façon à pouvoir éviter la mise en œuvre de cette responsabilité solidaire. Sur ce point-là de la responsabilité solidaire, c'est quelque chose qui est vraiment consubstantiel au dispositif des mouvements employeurs. C'est souvent présenté comme étant un des freins majeurs au développement. Pour ma part, je considère que c'est une erreur d'analyse. C'est quelque chose qui, au contraire, doit mobiliser encore plus. On n'est pas là dans le mouvement employeur, si on y vient, on n'est pas dans une structure de service, on est vraiment dans une structure dont on est responsable et sur laquelle, effectivement, il faut s'impliquer. Pour compléter la réponse de Jean, on voit bien on imagine bien que si un groupement d'employeurs a 10 adhérents, c'est plus facile s'il y en a un qui s'en va, que les autres, en attendant, se répartissent le temps de travail. On a vu des cas dans la culture d'adhérents qui quittaient un groupement d'employeurs et ceux qui restaient arrivaient d'une démarche volontaire, augmenter le temps de travail du salarié concerné. Pour autant, on ne peut pas en déduire que pour qu'un groupement d'employeurs fonctionne, il faut beaucoup d'adhérents. Parce que c'est ce que disait Jean et c'est ce qu'on essaie de vous redire. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une réponse aux questions qui affluent. On ne peut pas dire c'est mieux un gros GE ou un petit GE. Il y a des micro-GE dans le secteur de l'agriculture qui fonctionnent très bien. Il y a des groupements d'employeurs qui, pour certaines raisons, ça aura du sens d'avoir été dit, ça présentera certains avantages en cas de défaillance d'un des adhérents. Mais cette réalité-là, elle n'est pas vraie pour tout le monde. Donc, c'est une façon aussi, il y a certaines régions où historiquement, on peut voir toujours sur la culture qu'il y a l'AGEC, qui est un groupement d'employeurs qui d'emblée a une vocation régionale parce qu'il est aidé par les pouvoirs publics, mais dans d'autres régions, ce n'est pas un groupement d'employeurs à vocation régionale qui sera pertinent. Donc, il n'y a pas une réponse tranchée, à moins que les gens là-dessus. Et chaque projet est vraiment spécifique, et j'encourage d'ailleurs tout à l'heure parler du guide fait par la vie, et aussi sur le site de la vie des monographies de groupements employeurs associatifs. Vous verrez qu'il y a des groupements employeurs de tennis, par exemple, qui mutualisent depuis 10 ans un prof, alors elles sont que 3 structures. Voilà, puis après vous avez des plus gros groupements, AGPLA, le GDF, par exemple, AGPLA à Nantes, le GDF à Rennes, qui vont mutualiser beaucoup plus. Je dirais que ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire vraiment attention, c'est est-ce que le groupement employeur répond à un besoin d'emploi partagé ou pas, tout simplement, et à partir de là, effectivement, vous avez la structure idéale. De même aussi sur le territoire, des questions concernées de la notion de territoire géographique adapté. Il est certain qu'un groupement employeur est plus quand même sur un territoire relativement restreint, on va dire autour d'un rayon autour de 20 à 30 km. Maintenant, il y a aussi des groupements employeurs de taille régionale. Je pense notamment au groupement employeur judo en région Bourgogne, comme on l'indique, la région Bourgogne, peut-être demain Bourgogne-Franche-Comté, qui là, lui, mutualise sur une région 3-4 postes. Voilà. Là encore, une fois qu'on a dit ça, bien toujours se rappeler quelle est la demande des structures adhérentes.
si on est sur des mises à disposition de 6 mois, par exemple, entre deux associations, la notion de territoire géographique a moins d'intérêt. Si maintenant on est sur des mises à disposition de 3 jours, 3 jours par semaine dans une structure, un jour dans une autre et un jour dans une troisième, là, effectivement, le territoire géographique reprend tout à fait une force. Est-ce qu'on peut donner une durée approximative à la mise en place d'un groupement d'employeurs? C'est délicat, hein. Enfin, Réjeanne l'a déjà évoqué tout à l'heure, hein. Ça va dépendre du degré de mûrissement déjà. Des structures qui ne se connaissent pas, forcément ce sera plus long. Des structures qui se connaissent déjà, ce sera un peu plus court, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut à minima 9 mois. Ça reste quand même une naissance, hein, donc, et puis après, 12, 15 mois, j'ai aussi l'habitude de dire qu'au-delà de 2 ans de réflexion, c'est que peut-être le projet n'est pas tout à fait mûr. Voilà, donc il y a quand même c'est difficile là aussi hein, de répondre à cette question-là. Le dispositif des groupements employeurs, c'est celui-là, qui a une enveloppe juridique unique et des tas, si je puis dire, de fonctionnements différents et des tas de créations différentes. Alors, dernière question, nous vous proposons pour le salarié, n'est-ce pas difficile d'avoir plusieurs lieux de travail, de structures différentes? Peut-être Dalila, de son expérience? Oui, il y a aussi plusieurs réponses possibles. Tout dépend effectivement de la zone géographique. Si on est sur un espace comme Paris, par exemple, pour nos salariés, et en l'occurrence l'Est parisien, il y a la question de déplacement n'est pas un problème, puisqu'avec tous les transports en commun, ce n'est pas difficile. Après, sur le fait d'être un salarié mutualisé, c'est une forme d'emploi qui peut aller à certaines personnes et pas à d'autres, de la même manière que l'intérim séduit certaines personnes, l'intermittence en séduit d'autres, le statut d'auto-entrepreneur, encore, c'est vraiment spécifique à chaque personne et puis finalement à ses envies aussi professionnelles. Merci. Donc voilà, le webinaire touche bientôt à sa fin. Ce que nous vous proposons, c'est de vous indiquer quelques ressources pour aller plus loin et approfondir ce sujet qui, vous l'avez compris, est très riche et très vaste. Il y a un certain nombre de ressources. Alors, nous avons l'intervention d'Opal qui anime sur son site une page spécifique sur les groupements d'employeurs culture. Donc, je vous invite vivement à le visiter. Nous avons beaucoup de ressources déjà sur cette page. Par ailleurs, preuve en est de l'intérêt de ce sujet et de ses enjeux, un événement qui est organisé le 21 mai prochain sur les groupements d'employeurs culture en Île-de-France. Il y a donc un petit événement qui est dédié à cet événement, fédéronsjeux.com, et vous retrouverez le site geoculture.com et vous retrouverez un certain nombre de ressources également sur ces pages. Et par ailleurs, sur le site du mouvement associatif.org/PMAE, donc le site événement dédié à l'organisation de ce webinaire, sachez que nous avons mis en ligne un certain nombre de ressources qui vous permettront d'aller plus loin sur ce sujet. Je vous indique également que vous étiez 140 participants à ce webinaire du début jusqu'à la fin. Donc, j'espère que c'est effectivement un sujet qui vous a intéressé et qui vous a permis de répondre à vos questions. Sachez que le prochain webinaire organisé aura lieu le 7 juillet. Le 7 juillet de 11h à midi sur les fondamentaux du dialogue social et sera animé par l'UDES. Nous vous proposons pour clôturer ce webinaire une petite image pour terminer sur une note d'humour. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Et je tiens surtout à remercier l'ensemble des intervenants qui ont accepté de venir parler de ce sujet et de le commenter. Et merci aussi à tous les participants pour votre participation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
Voilà.